Bonjour à tous. Je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui arrivent au fur et à mesure. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde arrive. Est-ce que déjà vous voyez le support de présentation et est-ce que vous nous entendez bien? On voit des pouces, donc ça doit être bon. Bon, dès qu'on passe la barre des 90, on pourra commencer. Oui, oui, oui. Ah bah, ça y est. On va commencer, donc le webinaire. Bonjour à tous déjà, et puis merci d'être présents. On a le plaisir aujourd'hui de vous accueillir donc pour vous présenter ces nouveautés du nouveau règlement du PCG qui seront applicables à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025. Ce webinaire est présenté donc par Sémaphore GVA, qui ne font qu'un au sein d'une même maison, avec une distinction sur notre offre. Sémaphore étant spécialisé dans l'accompagnement des acteurs du secteur public et GVA étant la marque spécialisée sur l'accompagnement des acteurs du secteur privé, à destination principalement donc de notre clientèle PME, ETI et quelques sociétés cotées. Pour se présenter rapidement, je suis manager consolidation chez GVA depuis avec 10 ans d'expérience, donc spécialisé en consolidation, mais j'interviens également sur des dossiers d'audit et d'expertise comptable. Et les sujets qu'on va présenter aujourd'hui sont à même d'impacter l'ensemble des parties prenantes et donc ces trois métiers. Laura, je te laisse prendre la main. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, moi je suis directrice de mission chez Sémaphore et expert comptable. Donc j'interviens sur la partie secteur public et plus particulièrement auprès des EPL, que ce soit dans le secteur de l'aménagement, du logement social ou encore des délégations de services publics. Et effectivement, vous allez voir qu'au fil de ce webinaire, il y aura des petites précisions à apporter sur chacun de vos cas. En termes de questions pratiques, étant donné qu'on va être un petit peu nombreux à être connectés ce matin, ce qu'on vous propose, si vous avez des questions, on ne pourra pas vous ouvrir le micro et y répondre en direct. Donc, on vous propose de poser vos questions dans le chat tout le long et on récupérera, donc on va collecter toutes les questions et on pourra vous apporter une réponse. Donc, on vous répondra par mail. Donc, si c'est bon pour vous, on va partir sur donc, le sommaire de ce webinaire. Donc, tout d'abord, on va revenir sur tout ce qui est les objectifs et les enjeux de ce nouveau règlement. Donc, on va voir de façon macro tout ce qui est changement induit par ce nouveau règlement. Et on va faire deux focus sur des sujets donc, voilà, qui vont certainement vous occuper et vous toucher, sur donc, notamment tout ce qui est la nouvelle définition du résultat exceptionnel et sur la suppression des transferts de charges. Ensuite, on va repartir sur la présentation des nouveaux états financiers et voir quelles sont les modalités de première application, l'impact sur les comptes annuels 2024 et les comptes annuels 2025. Et ensuite, on va faire un focus sur deux activités particulières, donc les organismes sans but lucratif et les bailleurs sociaux. Et enfin, on terminera sur les impacts à anticiper sur lesquels vous allez devoir réfléchir pour mettre en œuvre cette modernisation des états financiers. Donc, si on commence par les objectifs et les enjeux de ce nouveau règlement. Donc, le nouveau règlement, vous l'aurez compris, donc par abus de langage, on l'appelle la modernisation du PCG 2025. Son règlement au niveau de l'ANC, c'est le numéro 2022-06 qui vient remplacer l'ancien règlement 2014-03. Donc, ce nouveau règlement s'applique donc à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025. Donc, pour les sociétés qui sont calées sur l'exercice civil, donc il n'y a pas de sujet et pas de difficulté.
Pour les sociétés qui clôturaient en exercice décalé, donc c'est vraiment à partir du premier exercice ouvert sur 2025. Donc si je vous donne un exemple pour les sociétés qui clôturent au 30 septembre, typiquement, pour un exercice qui est ouvert du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, vous ne serez pas concerné par l'application de ce nouveau règlement, ça sera à partir du 1er octobre 2025. Donc, qui est concerné par ce nouveau règlement? Eh bien, toutes les entités qui sont tenues d'appliquer les dispositions du PCG. Pour celles qui disposent de règlements comptables sectoriels, ça s'applique aussi à défaut de dispositions spécifiques. Donc, vous voyez effectivement en dessous, on vous a rappelé quelques grandes familles. Donc, tout ce qui est entreprise industrielle et commerciale, c'est applicable. Pour les 4 autres rubriques, vous voyez qu'il y a une petite astérisque qui explique qu'il y a des règlements sectoriels, mais qui ont intégré d'ores et déjà ces nouveautés donc, à appliquer, notamment donc, tout ce qui est secteur lucratif avec les associations, les exploitations agricoles, les coopératives agricoles et leurs unions. Et par contre, pour tout ce qui est organisme de logement social, fin 2024, on a eu un arrêté qui est sorti avec un nouveau règlement, donc l'ANC 2024-04, sur la toute fin de décembre, qui a confirmé que par contre, pour ce secteur-là, il y avait un report au 1er janvier 2026, le temps de pouvoir actualiser suite à toutes les modifications qu'il y avait déjà eu sur les états réglementaires. Donc, quels sont ces objectifs poursuivis par ce nouveau règlement? Le premier, faciliter la digitalisation des comptes annuels, puisqu'effectivement, ça va permettre d'harmoniser, d'avoir un format standard. Donc, on va pouvoir intégrer plus facilement dans les plateformes de reporting les comptes annuels, et donc, ils vont pouvoir être exploités de façon numérique. Le second objectif, ça va être de mettre à jour les modèles des comptes annuels et la nomenclature des comptes. Vous allez le voir, il y a près de 200 comptes qui ont été supprimés avec ce nouveau règlement. Le troisième objectif, c'est de simplifier les modèles de comptes annuels, puisque jusqu'à aujourd'hui, on avait jusqu'à 7 modèles de bilan et 6 modèles de comptes de résultats. Et avec ce nouveau règlement, on va arriver à 2 modèles de bilan et 2 comptes de résultats. Et enfin, le dernier objectif, c'était que cette évolution s'aligne sur les pratiques françaises, sur les standards internationaux. Ainsi, ça simplifiera grandement la compréhension pour les partenaires étrangers. Donc, on va vous faire un petit focus sur les changements qui sont induits par ce règlement, notamment sur le résultat exceptionnel, les états financiers, etc. Comme le disait Laura, ce n'est pas seulement une énième lobby administrative des organes de réglementation. Il y a vraiment un objectif derrière cette norme qui va être de simplifier la présentation des états financiers et d'homogénéiser des pratiques. Tout ça dans le cadre d'une digitalisation qui se développe de plus en plus. Donc, on identifie 5 axes principaux. La nouvelle définition de l'exceptionnel, qui a vocation à être plus précis et défini comme étant réellement de l'exceptionnel, avec une liste premièrement exhaustive d'éléments qui seront inscrits par nature et les autres événements qui pourraient rentrer dans le résultat exceptionnel qu'on va détailler par la suite. On a également la suppression des transferts de charges. C'est une notion qui est très franco-française, avec des traitements proposés aujourd'hui qui se rapprochent de plus en plus du traitement qu'on peut observer sur des entités à l'étranger, notamment en IFRS. On a une modification du plan de compte, donc comme Laura l'a dit, il y a 200 comptes environ qui sont supprimés, avec un seul plan de compte aujourd'hui qui sera obligatoire sur l'utilisation de certains et facultatif sur un plan de compte développé. Des nouveaux modèles d'état financier, qui donc maintenant, avec les nouveaux comptes, vont entraîner des modifications à la présentation. Certains anciens modèles qui étaient peu utilisés vont être supprimés. Et en lien avec tout ça, effectivement, la présentation d'annexes avec des nouveaux tableaux qui seront normés, obligatoires à présenter dans l'ordre de présentation des états financiers. Donc pour le premier focus sur le résultat exceptionnel, on est aujourd'hui donc sur une approche qui sera plus restrictive, plus rigoureuse. Tout ça pour déterminer donc tous les éléments qui seront inclus dans ce résultat exceptionnel. Celui-ci, donc, il va comprendre les éléments qui seront classés par leur nature. Ça va être toutes les opérations purement fiscales, telles que les provisions réglementées. Par provisions réglementées, on entend notamment les amortissements dérogatoires, ou encore, pour certaines entités qui en ont, des provisions pour hausse des prix. On va avoir tous les changements de méthode comptable, s'il y en a,
qui sera comptabilisé en résultat. Évidemment, si on a des changements de méthode comptable qui sont comptabilisés en capitaux propres, on n'a pas de sujet de présentation au niveau du P&L. Et dans le même ordre d'idée, toutes les corrections d'erreurs qui viendraient impacter le résultat, qui passeront donc en exceptionnel. Et ensuite, on a dorénavant donc des produits et des charges qui seront classés en résultat exceptionnel en fonction d'une appréciation qui va se faire par le biais d'une démarche qui sera dorénavant normée. L'idée, ça sera de déterminer si ces produits et charges sont liés à un événement qu'on appelle majeur et inhabituel. Ce sont vraiment les deux mots aujourd'hui qui vont définir tout événement qui pourrait être passé en exceptionnel. Donc, qu'entend-on par événement majeur et inhabituel? Donc, majeur, c'est tout simplement un événement important et significatif qui va avoir vocation à influer le jugement d'un lecteur des états financiers. On verra un peu par la suite, mais par lecteur, on entend les parties prenantes internes, mais aussi externes. Le côté inhabituel, c'est ce qui n'est pas lié à l'activité normale et courante de l'entité. C'est un événement vraiment spot qui va être exceptionnel et qui répond donc à la définition d'un résultat exceptionnel et qui ne s'est pas produit antérieurement et qui n'a pas vocation à se produire dans le futur. On a bien ces deux notions à prendre en compte de passé et de futur. On ne va pas forcément considérer en fait un événement inhabituel s'il n'a pas été réalisé auparavant, mais qu'on sait que cet événement va devenir en fait courant dans le cadre de l'activité et qui sera présent au fur et à mesure dans le futur. Dans les quelques exemples qu'on vous a mis ici, effectivement, donc on a une cyberattaque, par exemple, qui pourrait entraîner des coûts pour résoudre le problème auparavant, pour résoudre le problème qu'il y a eu au moment d'une cyberattaque, pardon. C'est quelque chose qui n'a pas forcément été observé auparavant et ça n'a pas vocation à se réitérer. On a encore une catastrophe naturelle, par exemple, si on a un incendie qui vient détruire un stock. Ça entraînerait donc des charges, des coûts liés à l'incendie, aussi une dépréciation des stocks, et ça entraînerait donc un événement qui est exceptionnel, qui n'a pas, voilà, qui j'espère ne s'est pas déjà réalisé, qui n'a pas vocation dans le futur. Sinon, il faudra revoir le contrôle interne, mais voilà, c'est ce côté inhabituel qui va venir définir, en plus du côté majeur et de l'impact majeur, le classement en exceptionnel. Encore une fois, tout ça, c'est bien dans le cadre d'une appréciation. C'est-à-dire que ça devrait être apprécié par chaque entité. Ça demande un jugement de chacune des parties prenantes. Avec le temps, on aura éventuellement des comparables. On pourra voir que des événements inhabituels qui ont été comptabilisés de telle ou telle manière par certaines entités. Mais ce n'est pas parce que notre voisin est venu comptabiliser un événement majeur inhabituel en résultat exceptionnel que nous, de notre côté, on va forcément le définir comme un événement majeur inhabituel. Tout dépend de l'entité et de son activité. Par la suite, on vous présente donc un petit schéma récapitulatif de la démarche sur comment mettre en place cette appréciation, qui est donc issue du règlement. Donc, comme on l'a vu, premièrement, c'est de venir dire est-ce que l'événement est majeur ou inhabituel. Donc, dans les cas qu'on a présentés, une catastrophe naturelle, par exemple, va venir remplir les conditions, logiquement, d'un événement majeur inhabituel. Ce n'est pas quelque chose qui a vocation à se réaliser de manière récurrente. L'étape suivante, ça va être d'identifier les produits et charges qu'on va comptabiliser en exceptionnel, avec deux étapes. Tout d'abord, les produits et les charges qui sont directement issus de cet événement, mais aussi tous les produits et charges supplémentaires qui n'auraient pas été constatés si on n'avait pas eu cet événement. Par exemple, si vous êtes victime d'une cyberattaque, vous allez avoir des coûts, vous allez peut-être mettre en place pour améliorer votre sécurité informatique, etc. Ces coûts-là peuvent être considérés comme étant de l'exceptionnel, car ils n'auraient pas été subis si on n'avait pas eu l'événement majeur et exceptionnel et inhabituel. À l'inverse, les charges et produits habituels qu'on constate toujours dans le cadre de l'opération courante de l'activité, c'est-à-dire vos loyers, les salaires, etc., même s'ils continuent on continue à payer malgré l'arrêt d'une activité, c'est quelque chose de courant qui continue d'être supporté par l'entreprise. Ça ne sera pas classé comme de l'exceptionnel. On le gardera bien en courant. Donc, il y a vraiment un principe de symétrie sur ce qui est lié à l'exploitation et ce qui est lié à l'événement majeur et exceptionnel. Par exemple, les indemnités d'assurance, celles qui viendront directement rembourser les charges et produits liés à l'événement
Dans le cadre de l'événement, ça pourrait être de l'exceptionnel, mais si vous avez des remboursements d'indemnités d'assurance qui viennent, par exemple, pour compenser les charges d'exploitation que vous continuez à subir pendant l'événement, celles-là, elles seront bien classées en courant. Donc, cette nouvelle définition, si on passe à la slide suivante, elle restreint donc les éléments qui seront positionnés en résultat courant, vu qu'on définit de manière beaucoup plus stricte le résultat exceptionnel. Cela concerne principalement, on a les opérations de cession, sur immobilisation, incorporelle, corporelle, financière. Tout ça, de base, sera du courant, sauf si on a une opération de cession dans un cadre spécifique, majeur, inhabituel, qui serait de l'exceptionnel. Encore une fois, ça sera à l'appréciation de l'entité. On a également toutes les autres opérations qui vont être, par exemple, les pénalités de marché, les litiges clients, également les codes-parts de ces subventions d'investissement, auparavant qui étaient constatés en exceptionnel, seront dorénavant classés dans un compte spécifique dans le résultat courant. Ce qu'il faut retenir avec tous ces points, c'est qu'on a donc une nouvelle définition du résultat exceptionnel qui va venir impacter votre ex. Donc, si ça impacte votre ex, ça va également impacter vos calculs d'agrégat ou de ratios, tels que l'EBITDA, le BE, vos ratios sur l'EBITDA. Et donc, il faudra le prendre en compte aussi dans la communication vers vos parties prenantes. Par exemple, dans le cadre où vous allez avoir des covenants bancaires. Sur cette slide, on vous présente quelques exemples d'événements qui seraient classés plutôt en exceptionnel et d'autres en courant. On ne va pas forcément tout détailler, on vient déjà d'échanger un peu dessus, mais ce sont effectivement des exemples d'événements à classer en exceptionnel ou courant, sachant qu'encore une fois, pour les éléments qui sont cités ici, pour le classement en courant sur la colonne de droite notamment, on est toujours dans l'appréciation. Si vous avez, par exemple, un litige client, et que c'est un litige qui est exceptionnel et très significatif avec un client majeur, il pourrait résulter d'un événement majeur inhabituel et donc être classé en exceptionnel. Encore pour les dons aussi, si vous avez des dons habituels, on va dire, voilà, vous faites un don de 2 000 € chaque année à une association, etc., ça sera du courant. Si vous êtes amené à faire un don pour quelque chose d'exceptionnel, par exemple, à l'époque, on n'avait pas le règlement, mais par exemple, quand il y a eu Notre-Dame et que des entreprises ont fait des dons pour Notre-Dame, pour des montants majeurs, significatifs, et donc pour un cas qui est inhabituel, ça serait considéré comme de l'exceptionnel. On a quelques exemples par la suite qu'on peut vous présenter. Donc, le premier exemple, c'est une association qui cède une de ses immobilisations corporelles. Donc, auparavant, on avait un schéma comptable donc, qui était on constatait la sortie de l'immobilisation par sa valeur nette en compte 675 et on constatait le produit de cession en compte 775. Donc, on avait un résultat net de la cession en exceptionnel. Aujourd'hui, sauf cas où on serait sur un événement majeur inhabituel, une cession d'immobilisation corporelle, ça sera considéré comme du courant et donc ça rentrera dans des nouveaux comptes qui seront le compte 652 et 757, qui seront donc classés en courant et qui viendront donc impacter votre résultat d'exploitation. Un autre exemple, qui est donc un établissement médico-social qui reçoit des subventions. Donc, on avait discuté tout à l'heure, si c'est une subvention d'investissement, elle sera toujours classée au bilan avec la reprise des quotes-parts, etc., également au bilan. Par contre, la reprise chaque année en résultat, là où auparavant elle se faisait en exceptionnel dans un compte 777, eh bien aujourd'hui, vous allez la constater dans un compte 747 et donc dans votre résultat d'exploitation. Un dernier petit exemple, pour le cas là d'un événement majeur. Donc là, c'est dans le cas où une entité a subi un événement qui a fait qu'on a un arrêt de sa production, par exemple, comme on disait tout à l'heure, par exemple un incendie, une cyberattaque, etc. Cette entité, elle va recevoir des produits de l'assurance, des indemnités, mais qui viendront compenser ses pertes d'exploitation. Si elle vient de constater les pertes d'exploitation telles que les loyers, les charges de salaire, etc., qui sont du courant, ces indemnités d'assurance seront, elles, à classer en courant. Elles seront à classer par contre différemment par rapport à avant, parce que ça ne sera plus des transferts de charges, mais ça, on vous le présentera par la suite. Laura, d'ailleurs, va prendre le sujet. Normalement, non, on vous présente d'abord le tableau de correspondance, pardon. Donc, sur le tableau de correspondance, effectivement, ça, on vous l'a mis pour information, avec l'ensemble des comptes qu'on a aujourd'hui avec la réglementation actuelle
et les nouveaux comptes qui vont être utilisés sur le nouveau règlement ANC 2022-06. On ne va pas tous vous les détailler, sachez qu'on vous enverra le support, donc vous aurez toutes ces informations, mais ça vous permet déjà d'avoir une idée des reclassements qui seront effectués au niveau de vos comptes. Et peut-être d'insister effectivement sur, notamment, donc tout à l'heure, Jérôme en a parlé, mais sur tout ce qui est cession d'actifs, effectivement, on n'aura plus de 675, mais on bascule bien dans un 657. Tous les comptes 675, en fait, 670, la majorité des comptes ont tendance à être reclassés dans des comptes 750 en exploitation, que ce soit au niveau des produits ou des charges. Tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, la principale différence sur la notion de résultat exceptionnel, effectivement, c'est bien de sortir de ce résultat exceptionnel tout ce qui est relatif à l'activité courante et normale. Donc, si on arrive sur la suppression des transferts de charges, donc aujourd'hui, ce que rappelait Jérôme tout à l'heure, c'est que c'est très français, la suppression, les transferts de charges, pardon. On n'a pas vraiment de définition technique. Donc, en pratique, on l'utilise généralement dans deux cas. Donc, soit pour des écritures qui sont purement techniques, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en sert pour reclasser dans certains comptes, soit pour traduire des refacturations diverses ou des avantages en nature. Donc là, on vous a donné donc quelques exemples puisque la doctrine prévoit pour certains cas très précis le nouveau traitement à appliquer, puisqu'effectivement dans ce règlement, il y a la suppression des comptes 791, 796 et 797. Donc pour une charge qui ne serait pas inscrite dans le bon compte adéquat. Donc aujourd'hui déjà, vous aviez parfois des reclassements de compte à compte, donc dans le compte de charge, mais vous aviez la possibilité d'utiliser, de venir créditer le compte de transfert de charge et de réimputer le bon compte de charge. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible. La bonne pratique, c'est de venir créditer le compte de charge qui était inapproprié et de venir débiter le bon compte de charge. Pour tout ce qui va être refacturation diverse et incluant également la mise à disposition de personnel, aujourd'hui, ce qui vous est proposé par ce nouveau règlement, c'est de venir utiliser un compte 708 produit des activités annexes. Donc, ça va remonter dans le chiffre d'affaires et vous avez une subtilité pour la mise à disposition de personnel puisqu'il y a un compte spécifique qui a été créé qui est le 708 400. Donc là, effectivement, on vient bien imputer sur du chiffre d'affaires. Pour tout ce qui est lié au social et aux avantages notamment en nature, donc aujourd'hui, on avait deux méthodes. Soit on les passait donc au début du 64 avec un crédit de 791, ce qui était généralement usité dans vos comptes, soit directement au crédit du compte de charge, donc ça se rencontrait un petit peu moins. Aujourd'hui, la seule méthode applicable, c'est effectivement d'utiliser le crédit du compte 649. Pour tout ce qui est des frais d'émission d'emprunt répartis sur plusieurs exercices, aujourd'hui, le traitement, donc, on n'a plus le choix de basculer en 791. On va basculer directement ces frais dans le compte 480 frais d'émission d'emprunt. Et au fur et à mesure, à la clôture de l'exercice, de chacun des exercices, on va venir créditer le 481 et débiter un compte 686.2 qui s'appelle dotation aux amortissements des frais d'émission des emprunts. Et enfin, au niveau des indemnités d'assurance, donc là aussi, petit changement, notamment dans l'exemple qui est lié à un incendie ou à un vol. Ces indemnités sont à inscrire au compte 758.7, indemnité d'assurance. Donc, plus en transfert de charge, mais bien en exploitation au niveau d'un autre produit. Et en revanche, il y a une petite subtilité. Si jamais ces indemnités, elles viennent couvrir en fait soit la destruction totale liée à un incendie, soit un vol d'immobilisation, dans ce cas-là, il est préconisé d'enregistrer l'indemnité qui est reçue en 757 en produit des cessions d'immobilisation incorporelle et corporelle, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc, tout ça pour vous dire donc voilà, de bien intégrer ces nouveaux schémas d'écriture et de penser notamment à modifier le paramétrage comptable des OD de paye dans vos logiciels. Puisqu'effectivement, on n'utilisera plus le 791 pour nos avantages en nature, mais bel et bien un compte 649. Alors, pour les autres cas, avant que je passe à la slide suivante, pour les autres cas qui ne sont pas précisés, effectivement, le but de la suppression de ces comptes, c'est quand même d'avoir une lecture qui est beaucoup plus économique et intuitive que d'utiliser un 791. Et donc, pour les clients du secteur public et les EPL d'aménagement, une petite précision, notamment pour tout ce qui est lié à la rémunération des concessions d'aménagement.
et aux écritures de l'avis CNC 9905. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de décision validée qui est à ce stade sur les schémas d'écriture à retenir en remplacement. Donc, ça n'a pas été encore priorisé dans le cadre des différents groupes de travail technique, puisqu'on a une associée qui siège dans les commissions secteur public et logement social de la CNC. Et donc, étant donné qu'il y a particulièrement de thématiques à aborder, donc ça n'a pas été encore acté à ce niveau-là. De même, au niveau de la Fédération des EPL, il n'y a pas encore de position qui a été prise. Il y a eu déjà donc des discussions qui ont commencé. Il a été envisagé à un moment donné que ces rémunérations, donc qui viennent compenser en fait des charges, et qui sont appelées rémunérations de façon impropre, puisque à la base c'était traduit en transfert de charges. Il a été envisagé de le passer en prestation de service, donc dans du chiffre d'affaires. Du coup, il a été soulevé la problématique qui était liée à la TVA, puisqu'aujourd'hui, effectivement, ces rémunérations ne sont pas soumises à TVA, puisque c'est bien pour compenser une partie des charges et non pour réaliser une prestation de service. Il a été aussi évoqué le sujet de le mettre en minoration des charges. Donc là, il y a une alerte qui est remontée sur la complexité à mettre en œuvre, puisqu'effectivement, c'est censé prendre de façon... c'est censé compenser des charges, mais pas à l'euro. Donc, effectivement, c'est complexe si on veut l'appliquer sur chacun des postes de charge, et on risque notamment de voir apparaître des charges négatives. Et donc, dans les premières propositions qui ont été faites au sein de toutes ces commissions, c'est effectivement de comptabiliser ces rémunérations dans une rubrique d'un autre produit, donc en 75. Donc là, à ce jour, pour ces clients-là, donc sur ce secteur d'activité, donc les dispositions de l'avis CNC 9905 sont toujours applicables, donc que ce soit pour les rémunérations ou pour les transferts de charges qui sont utilisés dans les écritures d'inventaire. Donc, le groupe doctrine du cabinet est en veille sur le sujet, donc on reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'éléments. Donc, pour l'instant, on va continuer de comptabiliser dans ces comptes de transfert de charges. Et il faudra prévoir de faire des plans de correspondance en fin d'exercice si on n'a pas, d'ici 2025, une position de l'avis CNC. Pour les bailleurs qui sont également aménageurs, donc pareil, on va le voir tout à l'heure. Et par contre, pour les autres EPL, donc notamment celles qui sont sur le secteur des délégations de services publics, ou même pour celles d'aménagement sur les autres sujets que l'on vient de voir, notamment les avantages de la nature. Donc ce nouveau plan comptable est bien applicable à compter de 2025. Donc là, il n'y a pas de sujet. Donc, si on en vient à la présentation de ces nouveaux états financiers, donc au niveau de l'actif, donc vous voyez dans la colonne de gauche, c'est le modèle actuel. Dans la colonne de droite, vous avez le nouveau modèle de bilan. Donc, au niveau de l'actif immobilisé, donc vous voyez que les frais d'établissement sont remontés sur une rubrique à part, donc au-dessus des immobilisations, pardon. Tout ce qui est frais de recherche et développement, c'est simplifié puisque maintenant, on ne retient que la notion de frais de développement. Vous voyez qu'au niveau du poste des concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires, on a une petite subtilité, c'est que le terme de logiciel a été remplacé par solution informatique, puisque vous l'avez peut-être vu, il y a un règlement qui est sorti et qui est applicable à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2024. Donc, c'est le règlement ANC 2023-05 qui vient modifier le traitement comptable des investissements informatiques immatériels, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on ne voit plus la distinction des logiciels informatiques et des sites Internet. Donc, tout est regroupé sous le terme de solution informatique, donc, qui est défini par un ensemble organisé de fonctionnalités logicielles, donc des programmes, des codes, des paramétrages, qui sont aptes à satisfaire les besoins des utilisateurs en vue soit de stocker, soit de manipuler, soit de transformer, de produire ou de sécuriser des données. Donc, ce sont du coup des solutions qui n'ont pas de substance physique. Et donc, dans cette nouvelle définition, donc si on fait un petit focus là-dessus, il n'y a plus de question de distinction que ces solutions soient utilisées à usage interne ou qu'elles aient vocation à être commercialisées. Il n'y a pas non plus de distinction qui est faite si elles sont acquises pour être utilisées en l'état ou via des contrats de mise à disposition, ni de distinction si jamais elles sont développées partiellement à partir en interne, à partir de logiciels déjà existants ou totalement développées en interne.
Et il n'y a non plus de distinction sur le mode d'hébergement de ces solutions, que ce soit en infrastructure directe ou que ce soit des connexions via un cloud. Donc ça, c'est un traitement qui diffère par rapport aux IFRS, hein, puisque les prestations en cloud sont traitées différemment. Et sur ces dépenses-là, donc les nouvelles règles de comptabilisation, c'est la distinction donc entre l'actif, les dépenses qu'on peut activer et celles qui vont passer en charge. Et sur les dépenses qui sont à activer, c'est notamment tout ce qui est travaux nécessaires à la production de cette solution informatique. Donc tous les coûts qui sont directement attribuables pour mettre en service et en état de fonctionner cette solution. Donc tout ce qui est coût relatif à la configuration, au paramétrage, à la modification des codes sources ou à des interfaces. Et en revanche, vont être traités en charge tous les coûts qui sont engagés au titre de la réalisation des études préalables. Donc, notamment si vous avez une étude qui a été faite sur l'expression de besoin ou la faisabilité technique, là, normalement, ces dépenses-là ne sont pas activables, mais bien comptabilisées en charge. De même, pour tout ce qui est coûts généraux et administratifs, en principe, ils vont être comptabilisés en charge et non activés, sauf s'ils sont spécifiquement attribués au développement de cette solution informatique. Et pour tout ce qui est coûts de migration, puisque certains d'entre vous ont certainement migré sur des ETCC et non plus de serveurs physiques. Donc tout ce qui est coûts de migration, alors si ça consiste en un simple transfert de données, les dépenses relatives à ce transfert vont être comptabilisées en charge. Les quelques cas où ça pourrait être activé et immobilisé, c'est si jamais ces travaux de migration sont nécessaires dans le cadre du développement de la solution. Donc c'est-à-dire si on va les utiliser pour faire des tests, ou si vous devez mettre en place un outil spécifique permettant de migrer de votre ancien système à votre nouveau système. Tout ce qui est rémunération, enfin coût de votre contrat pour l'accès à distance en continu à une solution informatique qui serait en cloud, là-dessus, donc il y a eu effectivement des précisions, c'est bien à comptabiliser en charge. Donc ça, c'était pour la petite précision de la rubrique qui intègre désormais les solutions informatiques. Sinon, au niveau de l'actif immobilisé, donc vous voyez que les deux lignes immobilisation incorporelle en cours et avancée à compte ont été regroupées en une seule ligne, désormais, à l'actif. Pour les immobilisations corporelles, de même. Donc, les deux lignes d'immobilisation corporelle en cours et d'avancée à compte sont regroupées en une seule ligne. Et il y a le terme total de l'actif immobilisé dans le grand 3 qui a été ajouté. Au niveau de l'actif circulant, donc sur les stocks, on voit qu'il y a une simplification du titre, puisqu'effectivement, on n'est plus en cours de production, biens et services, mais plus qu'en cours de production, sans détail. Pour les produits intermédiaires et finis, la rubrique s'appelle désormais produits finis. Et on a une modification au niveau des charges constatées d'avance qui sont remontées un peu plus haut, juste en dessous des autres créances. Donc là encore, on a dans le total du grand 4 le nom qui a été modifié pour ajouter l'actif circulant. Et on a la rubrique du coup des charges à répartir sur plusieurs exercices qui a été renommée et qui s'appelle désormais frais d'émission des emprunts. Au niveau du passif, donc vous voyez que sur les capitaux propres et les provisions pour risques et charges, il n'y a pas de modification proposée par ce nouveau règlement. En revanche, au niveau notamment des dettes financières, vous avez tout ce qui est instruments financiers à terme, donc tout ce qui est contrat de couverture et de swap notamment, qui sont remontés en fait en haut dans les dettes financières. Au niveau du compte de résultat, donc comme dans le bilan à l'actif, vous voyez tout ce qui est production vendue de biens et services, donc là le terme a été modifié pour ne garder que production vendue. Au niveau des subventions d'exploitation, donc là aussi, le poste est renommé, donc c'est subvention uniquement. En lien avec nos transferts de charges, donc il y a la notion qui disparaît, puisqu'effectivement, notre ancienne ligne qui s'appelait reprise sur provision et amortissement transfert de charges s'appelle désormais reprise sur amortissement, dépréciation et provision. Et vous voyez qu'on a une nouvelle ligne qui a été ajoutée ici et qui correspond donc au fameux produit de cession d'immobilisation, que ce soit l'incorporel ou le corporel, donc nos fameux anciens 775 qui sont remontés ici en exploitation.
Au niveau des salaires et traitements et charges sociales, là aussi, c'est juste de la sémantique, puisqu'effectivement, désormais, on aura un poste salaire et un poste cotisation sociale. Et tout comme on vient de voir les produits liés aux sessions d'immobilisation, on a dans l'exploitation une nouvelle rubrique qui a été créée et qui correspond à notre ancien 675, donc nos fameux 652 aujourd'hui, qui est la valeur comptable des immobilisations, donc incorporelles et corporelles cédées. Au niveau du résultat financier, donc là, pareil, la modification sur les transferts de charges, donc la notion qui est supprimée. De même que sur l'exploitation, donc au niveau financier, si on a des cessions de titres, on aura le produit de ces cessions qui va figurer donc dans l'exploitation ici. La notion d'instrument de trésorerie qui a été également rajoutée ici. Donc sur les charges financières, de même, on a la notion de valeur comptable des immobilisations financières cédées qui est remontée de l'exceptionnel vers le financier. Et au niveau du résultat exceptionnel, donc ici, vous voyez là où on avait nos fameuses rubriques qui étaient dédoublées et précisées. Désormais, avec cette nouvelle définition du résultat exceptionnel, on n'a plus que deux grandes lignes, une ligne pour les produits exceptionnels et une ligne pour les charges exceptionnelles. Quelques précisions effectivement à rajouter donc, sur les états financiers. On a une nouvelle définition du caractère significatif. Donc, on parle bien d'éléments qui ont un impact sur le jugement des utilisateurs des comptes, en définissant les utilisateurs comme des parties prenantes internes et externes, chose qui n'était pas précisée auparavant. On a donc des nouvelles présentations de comptes annuels, mais il faut noter que si on a une rubrique, un compte de résultats qui va être vide ou non utilisé, ni pour elle ni pour l'année précédente, on peut ne pas le mentionner. Et enfin, on peut également, si c'est souhaité et pertinent, donner des informations plus détaillées que les informations minimales qui sont obligatoires. Il faudra juste respecter, par contre, l'ordre des rubriques et des postes des modèles. Et dans les cas où ce serait fait, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait peut-être être amené, si on rajoute des informations, à définir ces informations, notamment si vous venez à parler d'agrégats, chose qu'on faisait déjà auparavant. Également, sur l'annexe, donc on a des tableaux d'annexe qui sont dorénavant indiqués par nature d'entreprise, d'information, pardon, et non plus par nature d'entreprise. Ils ont juste changé le sens de la présentation. Et pour chaque type d'information, on va avoir les tableaux qui seront à fournir par catégorie d'entreprise. Les tableaux qui sont dorénavant obligatoires, qui sont donc normés et imposés, et d'autres tableaux qui seront indicatifs. Ce n'est pas limitatif. On peut toujours indiquer plus d'informations que l'information minimale obligatoire. Par contre, il est bien indiqué que toute information qui n'est pas significative ne serait pas à fournir dans les états financiers. Les tableaux devront être présentés dans le même ordre que ceux des postes du bilan et du compte de résultat également. C'est-à-dire que vous devrez suivre l'ordre du bilan et du PNL pour présenter les différents tableaux d'annexe. Sur la présentation des états financiers, on a aussi dorénavant la possibilité de présenter un tableau de flux de trésorerie qui devrait être commenté pour expliquer comment celui-ci a été élaboré. Pour le premier exercice, on n'attend pas forcément une information comparative, c'est optionnel, on peut le faire, ce n'est pas nécessaire, l'obligation n'a pas été faite. Par contre, on a une nouvelle obligation pour des sociétés qui dépassent certains seuils, donc on vous a indiqué ici, c'est dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 18 millions et dont le nombre de salariés ou le nombre de salariés serait égal ou supérieur à 300, ça sera de présenter ce qu'on appelle un tableau de financement. Tableau de financement, il y a des modèles qui ont été donnés, un modèle indicatif. Il peut prendre la forme, je pense que c'est ce qui sera fait principalement, d'un tableau de flux de trésorerie, ce qui reviendrait à présenter en fait le tableau de flux de trésorerie qui est indiqué comme étant optionnel, ou on peut le présenter également comme un tableau des emplois et des ressources. Petite information complémentaire également, certains pourraient se poser la question sur les comptes consolidés, de l'impact de ces réformes. Si vous êtes en IFRS, ça va principalement changer vos mappings, mais ça ne changera pas forcément tous vos retraitements. Il y aura quand même à réfléchir sur les présentations, ce qui peut être en opérationnel et non opérationnel en IFRS par rapport à ce que vous présentez en exceptionnel au niveau de vos comptes sociaux. Et au niveau de ceux qui vont présenter des comptes en normes françaises, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire qu'on a un nouveau règlement qui avait été sorti en 2021, qui était applicable, où la forme prédominait sur le fond.
Sauf qu'aujourd'hui, on a des tableaux présentés dans le règlement conso qui du coup ne vont plus correspondre avec les états financiers qu'on va faire au niveau des comptes sociaux. Donc ça, on attend plus d'informations à ce sujet. La seule information qu'on a aujourd'hui, c'est sur la définition d'un résultat exceptionnel au niveau de comptes consolidés. Il faudra déterminer les événements majeurs et inhabituels au niveau du groupe et non pas au niveau de chaque entité. Donc, vous pourrez avoir des choses qui seraient en exceptionnel au niveau d'une entité. Par contre, en consolidation, je parle bien en norme française, hein, où on a la notion de résultat exceptionnel. En consolidation, votre résultat exceptionnel pourrait être différent si l'événement majeur et inhabituel constaté dans les comptes sociaux d'une entité n'est pas considéré comme majeur et inhabituel au sein du groupe, et inversement. Voilà, c'était une petite précision complémentaire sur la partie conso. Alors, chez les modalités de la première application de ce nouveau règlement, la question qui a été souvent posée, c'est faut-il retraiter les comptes antérieurs? La réponse est non, puisqu'effectivement, ce qu'on disait en démarrage de session, c'est que les dispositions de ce règlement s'appliquent à compter de l'exercice de première application, donc à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2025, sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer au nouveau modèle de bilan et de compte de résultat. Puisqu'effectivement, on a vu qu'il y a des rubriques qui disparaissaient et certains termes qui changeaient. Donc, on n'aura pas, par exemple, à reclasser un transfert de charge, par exemple, au crédit du 649 pour un avantage en nature. Ce transfert de charge, donc comme la ligne elle est supprimée, enfin le terme est enlevé de la ligne, on le laissera tout de même sur la ligne repris sur dépréciation et provision. Donc, il faudra juste veiller que dans la colonne N-1, les comptes soient rattachés, du coup, au bon poste par rapport aux libellés qui ont été supprimés. De même, donc, tout ce qui est poste de charge et de produits exceptionnels, vu qu'effectivement, on n'aura plus que 2 grandes rubriques, donc on n'aura plus le détail, mais il faudra bien rattacher dans le N-1 sur la rubrique charge exceptionnelle, puisqu'on n'a plus qu'une seule ligne, et pareil sur produits exceptionnels, puisqu'on n'a qu'une seule ligne. On n'aura pas besoin de ça, de reclasser ça en exploitation. Ce qu'il est obligatoire effectivement de faire, c'est que pour les comptes qui ont été arrêtés et publiés donc sous l'ancien format, c'est de les remettre en annexe si la colonne N-1 est différente, et de préciser en annexe tout ce qui serait information pertinente et nécessaire à la compréhension des changements de présentation. Puisqu'effectivement, comme dans l'annexe, vous allez devoir mentionner qu'il s'agit d'un changement de méthode résultant d'un changement de réglementation. Donc, normalement, il n'y a pas de proforma à produire. Toutefois, rien ne vous en empêche si c'est des informations pertinentes et qui sont nécessaires pour la lecture. Hein, si vous avez des très gros reclassements, par exemple, qui sont liés aux résultats exceptionnels, rien ne vous empêche d'insérer un proforma dans votre annexe si ça donne une meilleure lecture à l'utilisateur des comptes. Mais en principe, pas de retraitement de compte antérieur à réaliser. Sur l'application aux comptes annuels 2024-2025, la question qui a été posée, c'était de savoir si, est-ce qu'à ce jour, pour les sociétés qui ont clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2024, est-ce que par anticipation, elles peuvent produire des états financiers au nouveau format? Donc, la réponse théorique est oui, puisque c'est bien prévu que ce règlement puisse être appliqué par anticipation. En revanche, techniquement, ça risque d'être un petit peu compliqué, puisqu'il faut que votre logiciel comptable soit déjà adapté avec ce nouveau plan de compte paramétré. Donc, que vous ayez déjà la nouvelle ossature, y compris pour certains éditeurs d'avoir fait des modifications de fourchette de compte. Et il faut que vous ayez la possibilité de distinguer en fait les états financiers de l'alias fiscal pour pouvoir reclasser dans les bonnes rubriques uniquement pour vos états financiers, donc les comptes qui auraient été supprimés ou la nouvelle définition du résultat exceptionnel, puisque au niveau des liasses fiscales, l'administration n'a pas prévu d'appliquer dès 2024 ce nouveau format. Donc, vous auriez une distorsion entre les états financiers et l'alias fiscal. Donc, dans ce cas-là, on n'aurait plus de piste d'audit fiable puisqu'on aurait un décalage entre les deux. Pour les clients qui disposent de leur propre outil comptable, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos éditeurs puisqu'effectivement, la bascule n'est pas forcément automatique en fonction des éditeurs. Donc, soit il y a des petites coches
à les paramétrer dans vos dossiers, mais il peut y avoir également, ce que je disais rapidement tout à l'heure, il peut également y avoir d'autres paramétrages complémentaires à faire, notamment revoir certains paramétrages de fourchette de compte. Donc, pour les clients dont la comptabilité est tenue par notre cabinet, donc il n'y a pas de souci puisqu'on s'occupe de cela. Mais pour les autres, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos éditeurs pour voir comment va se matérialiser l'application de ce nouveau règlement dans vos logiciels. Donc un petit focus sur les organismes sans but lucratif. Déjà auparavant, on avait eu un nouveau règlement qui était le règlement 2018-06 qui avait posé pas mal de questions et de difficultés techniques à l'époque. Aujourd'hui, donc, on a le nouveau règlement 2022-06 qui impacte tout le monde, donc qui impacte également les OSBL. Et on a également le règlement 2023-03 spécifiquement sur les états financiers. Donc, on a les mêmes impacts que pour les autres entités au niveau de la définition du résultat exceptionnel, suppression et transfert de charges, etc. Par contre, on va avoir des particularités sur la présentation des états financiers qui seront indiquées dans ce règlement 2023-03. Avec des comptes qui sont supprimés, des nouveaux comptes créés et certains comptes dont le libellé a été modifié. Au niveau des états financiers, on a notamment, comme sur les autres entités, on a la ligne charges constatées d'avance qui a été remontée en dessous de la ligne dans les créances, en dessous de la ligne autres créances. Et on a les frais d'établissement qui remontent au-dessus de l'actif immobilisé. Au niveau du passif, ce qu'il faut principalement noter, c'est qu'on ne devrait plus présenter des comptes bancaires négatifs au passif. La trésorerie, en fait, sera présentée donc en net à l'actif si vous avez une trésorerie positive. Et on a également une différence de classement sur les instruments financiers à terme. Au niveau du compte de résultat, donc, on a les modifications suivantes. Il y a la remontée en courant des produits et charges liés aux sorties d'immobilisation, que ce soit pour le REX ou pour le résultat financier. Si on regarde donc sur la slide des états financiers, on verrait que sur la slide suivante, on a les éléments également liés aux sorties d'immobilisation. On a un poste aide financière en charge qui intégrera dorénavant les apports ou les affections en numéraire, comme par exemple la dotation initiale d'un fonds de dotation. Au niveau des dénominations de compte, ce qui va changer, c'est donc la ligne charge sociale qui a été modifiée en tant que cotisation sociale. Et enfin, on a la nouvelle présentation aussi du résultat exceptionnel avec les deux grandes lignes, produits exceptionnels, charges exceptionnelles qui incluront l'ensemble. Donc voilà pour les organismes à but non lucratif. Pour les bailleurs sociaux, donc on le rappelait en tout début, ce nouveau règlement pour eux ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2026 parce que, comme je vous le disais, il y a le règlement 2024-04 qui est paru toute fin décembre pour indiquer le report au 1er janvier. Mais pour vous tenir informés, les petits sujets d'actualité et d'adaptation de ce nouveau règlement pour les bailleurs sociaux, donc sur les travaux qui sont en cours, le but, c'est d'intégrer dans ce règlement les plans de compte relatifs aux sociétés d'économie mixte, puisqu'effectivement, aujourd'hui, c'est très orienté OPH et SA d'HLM, un petit peu moins sur certains comptes spécifiques des SEM. Donc ça, c'est des travaux en cours donc pour prendre en compte ces petits comptes spécifiques. Il y a également donc l'adaptation du plan de compte pour respecter ce règlement et en tenir compte dans les états réglementaires. La précision par des rédactions de commentaires spécifiques pour le traitement de certaines dépenses ou certaines recettes. L'actualisation des tableaux, effectivement, Harmonia et des ratios réglementaires, calculés aujourd'hui sur l'ancien format. Donc, effectivement, avec tous ces changements, il va falloir peut-être revoir la définition de certains des ratios réglementaires et, en tout état de cause, adapter Harmonia au nouveau règlement. Sur les principales modifications qui sont à ce jour en cours de discussion, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des groupes de travail au sein notamment de la compagnie qui travaillaient là-dessus et dans les fédérations. Il y a la proposition de sortir du produit des activités tout ce qui est récupération de charges locatives, qui aujourd'hui, vous le voyez ici, sont enregistrés dans un compte 703 et qui, demain, a priori, ce serait isolé ici dans un compte 73. On le sortirait du chiffre d'affaires.
Il y aura toujours le maintien normalement d'une ventilation entre ce qui est charge récupérable et charge non récupérable. Et comme pour les états financiers classiques, vous voyez le reclassement du résultat exceptionnel, puisque on n'aurait plus de 775 comme aujourd'hui, mais on basculerait bien, comme le préconise le règlement, dans des comptes 757. Sur un dernier petit point d'alerte, donc pas forcément en lien avec ce règlement, mais juste pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu. Pour les bailleurs sociaux, au niveau des comptes annuels 2024, il y a le dernier arrêté de la DHUP qui a été publié il y a une dizaine de jours, donc le 17 janvier, qui vient modifier l'ancien arrêté de 2015. Et dans les modifications, il y a notamment quelques subtilités dans les états réglementaires qui ont été mis à jour. Donc, notamment dans l'annexe 2, vous trouverez le nouveau format des états réglementaires pour les comptes sociaux et dans l'annexe 3, le format des états réglementaires pour les comptes combinés. Donc voilà, je vous invite à aller voir effectivement ce nouvel arrêté pour disposer des bonnes matrices pour vos arrêtés de compte 2024 puisque c'est sorti un petit peu tardivement. Et enfin, pour terminer ce webinaire, c'était effectivement de vous faire un point sur les impacts que vous devez anticiper pour l'application de ce nouveau règlement. Donc, tout d'abord, le premier impact, ça va être sur vos logiciels, puisqu'effectivement, ça va nécessiter, comme je vous disais tout à l'heure, de refaire des paramétrages, donc que ce soit le plan de compte, voire certaines fourchettes de compte en fonction de vos éditeurs. Ça nécessite donc de reparamétrer le logiciel si vous êtes imbriqué tant celui de gestion, donc votre outil métier, que le module comptable. Et ça va nécessiter pour les services comptables de faire des formations pour avoir les nouveaux schémas d'écriture qui soient conformes. Au niveau fiscal, si on arrive à la CVAE, effectivement, avec ce changement de règlement et les décalages qui peuvent exister sur notamment la définition du résultat exceptionnel, donc, on est toujours en attente de commentaires administratifs, mais mécaniquement, votre calcul de valeur ajoutée va être modifié puisque si on prend l'exemple, par exemple, des pénalités sur marché versées, effectivement, ça sera en diminution de la valeur ajoutée, là où auparavant, c'était en exceptionnel et donc non pris en compte dans votre valeur ajoutée. Et donc, comme nous l'avons dit auparavant, forcément, qui dit reclassement d'éléments en exploitation au lieu d'exceptionnel et inversement, ça va donc impacter les agrégats, donc tout ce qui va être EBITDA, EBE, les calculs de ratio, et donc notamment tous les contrats, les covenants liés à des contrats bancaires, à des emprunts. Donc ça, je pense que ce sera un sujet d'échange avec les différentes parties prenantes pour revoir les clauses des contrats en fonction des nouvelles présentations des comptes. Au niveau des accords salariaux également, donc si les entités sont amenées à verser de la participation, si elles ont des contrats sur des prix d'intéressement, etc., mécaniquement, on va avoir un effet, vu qu'on aura des quotes-parts de subvention d'investissement qui vont augmenter le REX, donc ça viendra augmenter la participation, les plus-values ou moins-values de cession d'immobilisation qui viendront également impacter ce REX. Donc voilà, il va falloir envisager de revoir les calculs sur les accords salariaux. Et pour ceux qui utilisent la formule légale de la participation, mécaniquement, aujourd'hui, on devrait avoir l'impact qui serait pris en compte. Mais voilà, ça entraîne plusieurs sujets sur lesquels il faudra échanger à ce niveau-là. Donc voilà, le séminaire touche à sa fin. Nous espérons que ça aura pu vous apporter des éclairages et une prise de connaissance de ce nouveau règlement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et on pourra vous y apporter des réponses. On reviendra vers vous par mail sans souci. Le replay de la présentation va vous être transmis. Et effectivement, au niveau des questions, on analysera. Il y a des questions, j'ai vu quelques questions passer qui effectivement sont plutôt pertinentes. Donc on va analyser ces questions et on revient vers vous avec des réponses précises à ce sujet. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci de nous avoir écoutés. Et on est présent. Donc si jamais vous avez d'autres sujets, etc., n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.